Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Zoom Sur, consacré cette semaine à la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants dans notre pays. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la civile, Sid Ahmed Bennan, a supervisé la semaine dernière le lancement d'une importante caravane de sensibilisation sur ces enjeux. Cette caravane menée sous le slogan « Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes » a sillonné plusieurs wilayas du pays pour alerter sur la gravité de ces pratiques et vulgariser les lois qui les criminalisent. Nous aurons l'occasion d'en discuter en détail avec nos invités, qui nous expliqueront les objectifs de cette initiative, la situation actuelle dans notre pays, le rôle des autorités et de la société civile, ainsi que les perspectives d'avenir. Mes invités sont M. Rassoul Khal, commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Bonsoir et bienvenue, M. le commissaire adjoint. Mon invité est également M. Cheikh Tourad Abdelmalik, qui est directeur de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Bonsoir et bienvenue. Pour commencer, quels sont les enjeux et les principaux objectifs de cette caravane de sensibilisation que vous avez lancée la semaine dernière? Merci à la chaîne Mauritania pour cette opportunité. Je voudrais d'abord rappeler que la traite des êtres humains est l'un des crimes les plus odieux de l'ère moderne en raison de la complexité de ses répercussions sociales, économiques et sécuritaires. C'est donc consciente de la complexité de ces enjeux que les autorités du pays ont pris un certain nombre de mesures d'ordre juridique et institutionnel pour venir à bout de ce fléau. Pour répondre à votre question, ces caravanes visent à conscientiser les organisations de la société civile et les populations sur les dangers et la gravité de ce phénomène qui est contraire aux préceptes de notre religion, l'islam. Elle vise également à éclairer les populations sur l'arsenal juridique pris par le législateur mauritanien pour venir à bout de ce fléau. Par ailleurs, ces caravanes visent à montrer aux organisations de la société civile le rôle qu'elles peuvent jouer dans la conscientisation des populations sur leurs droits, leurs devoirs et la nécessité de préserver leur dignité. Merci, monsieur le directeur de l'instance. On parle beaucoup de la traite des personnes. C'est quoi, en fait? Pouvez-vous nous donner une définition de ce qu'on appelle la traite? C'est quoi la traite des personnes? Merci. Pour ma part, je voudrais aussi remercier Mauritanie pour cette opportunité qui, comme le commissaire adjoint vient de le dire, va permettre d'éclairer un peu l'opinion nationale sur la portée de cette caravane de sensibilisation, mais aussi de discuter, si vous voulez, d'éclairer un peu l'opinion sur des questions très importantes liées à la traite des personnes. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais ajouter à ce que vient de dire le commissaire adjoint que cette caravane, elle vise aussi à rappeler aux autorités, notamment les autorités judiciaires, et les magistrats et les auxiliaires les officiers de police judiciaire, l'intérêt que représente l'application stricte des circulaires et des instructions données par les hautes autorités de l'État en ce qui concerne l'application des lois concernant, si vous voulez, différentes formes de la traite des personnes et particulièrement l'esclavage. S'agissant de votre question, je dirais qu'au plan international, il existe un instrument juridique international qui est appelé le protocole de Palerme. Le protocole de Palerme est l'un des protocoles additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui a été adoptée en l'an 2000 par l'Assemblée générale. Donc ce protocole qui vise à prévenir et à réprimer la traite des personnes, en particulier chez les femmes et les enfants, définit ce que c'est la traite. Cette définition a été reprise aussi par le législateur mauritanien au niveau de l'article 2 de la loi 2020-017 relatif à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'il y ait une traite, pour qu'il y ait, si vous voulez, crime de la traite des personnes, il faut trois éléments. D'abord, il faut ce qu'on appelle une action, c'est-à-dire qu'il faut transporter quelqu'un, ou il faut héberger quelqu'un,
où il faut, si vous voulez, transporter quelqu'un, ou l'accueillir, ou l'héberger chez soi. Il faut un deuxième élément qui est donc le moyen, c'est-à-dire qu'il faut exercer par exemple une menace, où il faut menacer la personne, ou il faut la tromper à travers la tromperie, ou à travers le fait qu'on donne à une personne une somme d'argent, etc., etc. Et tout ça pour qu'une personne puisse mettre à votre disposition une tierce personne pour fin d'exploitation. Donc c'est ça un peu la traite des personnes. Il faut qu'il y ait ces trois éléments constitutifs pour qu'il y ait traite de la personne. Maintenant, pour les enfants, on n'a pas besoin de moyens. Quand il y a une action et quand il y a le but qui est là, le crime devient un crime de traite. Parce que comme vous le savez, pour l'enfant et pour la femme, elle constitue des cibles très importantes au niveau de la norme internationale, mais aussi au niveau de la norme nationale. Voilà un peu la définition de ce qu'est la traite des personnes, qui est donc régie, qui est donc définie par l'article 2 de la loi 2020-17, qui est la loi de référence en Mauritanie en matière de lutte contre la traite et de protection des victimes. Maintenant, s'agissant des différentes formes de la traite des personnes, il faut dire que la loi 2020-17 a défini un peu ces formes de la traite des personnes. Vous avez d'abord l'esclavage, qui est la pire forme de la traite des personnes, bien sûr. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les pratiques analogues à l'esclavage, les pratiques qui ressemblent un peu à l'esclavage, comme la servitude, le servage, etc. Et vous avez bien sûr le travail forcé, c'est-à-dire le travail non rémunéré, le travail forcé, notamment le travail des enfants. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle la mendicité forcée, le fait d'amener quelqu'un à mendier pour recevoir de l'argent en contrepartie. Il y a aussi ce qu'on appelle l'exploitation ou la prostitution d'autrui, donc c'est tout ce qui est exploitation sexuelle. Et vous avez bien sûr ce qu'on appelle le prélèvement total ou partiel des organes d'êtres humains. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a d'autres formes de traite, comme par exemple l'exploitation des enfants, par exemple, dans des activités criminelles, ou encore l'exploitation d'un enfant à travers l'enrôlement dans un conflit armé, par exemple, ou enfin l'exploitation d'un enfant dans le cadre de ce qu'on appelle la kafala, c'est-à-dire qu'on prend un enfant pour la lacérer la kafala, mais en fait on l'exploite à des fins mercantiles. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que le législateur a énuméré ces différentes formes de la traite et nous sommes en train de travailler au niveau de l'instance pour mettre en action, mettre en œuvre des actions concernant ces différentes formes de la traite des personnes en Mauritanie, qui ne sont pas l'apanage de la Mauritanie. Toutes les sociétés, tous les États connaissent différentes formes. Mais en tout cas, pour la Mauritanie, ce sont ces différentes formes de traite que nous constatons. Monsieur le commissaire, dites-moi quel rôle peuvent jouer les organisations non gouvernementales, le rôle de la société civile. Pourquoi vous axez sur la société civile? Vous savez, de manière générale, la société civile est proche des populations et cette proximité lui confère la facilité de véhiculer le message qu'elle souhaite plus aisément que les autres parties. Par ailleurs, les programmes de formation, de professionnalisation que notre département a entamés depuis quelques années au profit de ces organisations leur a permis d'acquérir une certaine expérience qui leur permet de jouer pleinement le rôle de vulgarisateur, d'acteur dans la sensibilisation des grandes questions nationales. Donc elles ont essentiellement un rôle de sensibilisation. Elles ont un rôle de sensibilisation, de conscientisation et de changement des comportements et une meilleure perception des concepts liés à la question de la traite des personnes de façon particulière et des questions comportementales de façon générale. Comment se fait la dénonciation? Nous avons au niveau de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes qui relève de notre département plusieurs instruments, dont un numéro vert de 1916 qui est géré par une organisation de la société civile sur la base d'un partenariat qui nous lie avec elle. Et donc les dénonciations peuvent se faire par le biais de cette ligne verte, mais également il y a aussi d'autres instruments qui permettent de suivre les cas de traite. Monsieur le directeur, dites-nous pourquoi vous avez ajouté, ou plutôt comment expliquer qu'on trouve le terme de migrants? En fait, pourquoi migrants? Parce que pour deux raisons. D'abord, le mandat de l'instance, c'est la lutte contre la traite des personnes.
et aussi la lutte contre le trafic des migrants. Parce que, comme vous le savez, la migration irrégulière constitue un défi majeur pour notre pays, au vu de sa position stratégique entre l'Afrique et l'Europe. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour la traite des personnes, ce ne sont pas seulement les nationaux qui sont concernés. Les victimes peuvent être des étrangers. Et donc, nous travaillons à la fois sur la traite des migrants vivant chez nous, mais nous travaillons aussi pour renforcer la protection des migrants qui sont objets de trafic, pour leur apporter assistance. C'est un peu ça notre rôle. Nous ne sommes pas une institution répressive, nous sommes une institution des droits de l'homme. Et donc, nous avons, si vous voulez, la mission d'assurer une protection des normes internationales en matière de migration. Et surtout quand il s'agit de migration irrégulière, notamment toutes les personnes qui sont arrêtées en Mauritanie, en partance pour l'Europe par exemple. Donc nous avons un peu ce rôle de protection, d'assurer la protection de la dignité humaine de ces gens, mais aussi de leur apporter l'assistance à la fois alimentaire, médicale, sécuritaire, etc., avant le retour bien sûr dans les pays d'origine. C'est pourquoi donc nous avons un peu ces deux mandats, ces deux missions. Est-ce que l'instance va chercher des cas où elle attend qu'on lui rapporte les cas de traite? En fait, l'instance reçoit les signalements des cas. L'instance, ce n'est pas une organisation gouvernementale, c'est une institution de l'État. Donc l'instance, comme le commissaire adjoint vient de le dire, on a par exemple mis en place un numéro vert gratuit, le 1916, qui nous permet de recevoir le signalement des cas, à la fois des cas de la traite des personnes, mais aussi des cas de trafic des migrants. Bon, il faut dire aussi que nous recevons des ONG qui viennent directement chez nous quand il y a des cas. Nous avons reçu récemment un cas de 8 jeunes filles étrangères, domestiques, qui sont exploitées, et donc nous avons enclenché, si vous voulez, l'action pour permettre à ces jeunes filles de rentrer de manière volontaire chez elles. Et ça a été fait en collaboration avec les autorités sécuritaires et avec l'Organisation internationale pour l'immigration. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons à la fois avec les autorités judiciaires, mais aussi sécuritaires, et nous travaillons aussi avec les autorités consulaires quand il s'agit par exemple d'étrangers, des migrants victimes de la traite ou des migrants objets de trafic. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites quand on dénonce un cas, que vous le rapporte? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous prenez le dossier, vous l'amenez au commissariat de police, à la justice, etc. ou bien? Non, nous ne travaillons pas, nous ne sommes pas, comme je l'ai dit, une organisation gouvernementale. Nous recevons un cas. Et si nous recevons par exemple un cas, nous menons à notre niveau si vous voulez, nous cherchons à avoir les informations qu'il faut. Par exemple, s'il s'agit d'une personne étrangère, nous appelons le consulat de la victime. Nous discutons entre nous avec à la fois les autorités consulaires diplomatiques des pays d'origine de la victime, mais aussi avec les organisations internationales et les organismes des Nations Unies concernés. Et nous essayons de trouver des solutions. C'est comme ça que nous travaillons. Nous avons au sein de l'instance un fonds d'assistance qui permet d'assister les victimes, qu'elles soient victimes de nationalité mauritanienne ou de nationalité étrangère. C'est-à-dire que nous ouvrons la porte à tout le monde, même si, comme vous le savez, nous avons quand même des victimes qui nous intéressent le plus, notamment les survivants de l'esclavage, qui sont dans une situation de vulnérabilité, mais aussi les enfants et les femmes. Mais en tout cas, il n'y a pas de discrimination, si vous voulez, entre les Mauritaniens et les non-Mauritaniens. Monsieur le commissaire, le thème de cette année, ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes. Pourquoi enfant? Pourquoi ne laissons aucune personne? Oui, d'accord. De fait, ces caravanes s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes qui est célébrée chaque année le 30 juillet. Cette année, la communauté internationale a choisi comme thème pour commémorer cette journée ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes. Donc c'est le choix du thème par la communauté internationale qui a expliqué ceci. En fait, l'accent est mis sur les enfants, mais pas seulement sur eux. Toutes les autres franges vulnérables sont aussi concernées par la présente campagne. Et, bref, il s'agit de dénoncer et de punir sévèrement les auteurs de ces crimes odieux perpétrés à l'encontre de toutes les victimes, notamment les femmes et les enfants. Les franges vulnérables, vous dites que ce sont les femmes et les enfants sont les franges les plus vulnérables pour la traite. Monsieur le directeur, parmi les victimes de la traite en personne en Mauritanie, la frange des populations particulièrement touchées sont les enfants et les femmes. C'est vrai? Tout à fait, parce que si vous regardez par exemple le cas de l'enfant,
l'enfant il est victime de plusieurs types, de plusieurs formes de la traite de personnes. Vous savez, les enfants et les femmes, au plan international même, au plan mondial, elles sont considérées comme étant une proie facile pour les réseaux criminels, au vu de leur vulnérabilité, justement, au vu de leur situation de vulnérabilité. Donc, en Mauritanie, par exemple, vous voyez que les enfants sont victimes de plusieurs formes de la traite de personnes. Les premières victimes, par exemple, de la mendicité forcée, ce sont des enfants. Ce sont les enfants qui m'ont dit, dans la plupart des cas, même s'il y a des adultes aussi qui font de la mendicité. Mais les enfants font de la mendicité forcée, c'est-à-dire qu'on les envoie dans le lit pour apporter de l'argent. Et ça, c'est interdit. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler pour mettre en place justement un programme de lutte contre la mendicité forcée, notamment la mendicité des enfants en particulier. Les enfants sont aussi victimes, comme vous le savez, du travail dans le secteur informel. La plupart des enfants qui sont, par exemple, dans les établissements de réparation mécanique, qui sont dans les champs, etc., sont des enfants. Ce sont des enfants mineurs qui n'ont pas... C'est assimilé à la traite? C'est le fait de faire travailler un enfant dans un champ? Bien sûr, le fait qu'on fasse... Mais je lui apprends un métier? Non, mais quand on envoie un enfant apprendre un métier, pour se faire de l'argent, ça devient de la traite. Ce n'est pas de l'apprentissage. Je le fais travailler parce qu'en contrepartie, c'est ce que je viens de décrire tout à l'heure, c'est de demander à quelqu'un de mettre à votre disposition une personne aux fins d'exploitation. Et donc, vous avez aussi, par exemple, tout ce qui se rapporte, par exemple, à l'exploitation sexuelle aussi. Il y a certains enfants qui sont victimes de ce qu'on appelle l'exploitation sexuelle, la prostitution d'autrui, même si le phénomène n'est pas très récurrent en Mauritanie, mais en tout cas, ça existe. Et les enfants sont bien sûr généralement aussi exploités dans le cadre des activités ou des actions criminelles, comme je viens de le dire. Il y a des passeurs parmi les enfants. Les enfants sont vraiment, si vous voulez, la frange la plus exploitée au sein de la société mauritanienne, mais aussi au sein de la société africaine de façon générale et de par le monde. Maintenant, pour ce qui est des femmes aussi, les femmes, elles sont vulnérables. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du protocole de Palerme. Le protocole de Palerme, il dit prévention et répression de la traite, en particulier des femmes et des enfants. Parce que de par le monde, la communauté internationale est d'accord sur le fait qu'il faut apporter un appui conséquent à ces deux franges de la population. Les femmes, elles sont généralement exploitées, non seulement dans l'exploitation sexuelle, mais dans d'autres formes de traite. Par exemple, le travail domestique. Il y a des enfants, des filles, qui sont mineurs et qui sont exploités dans le cadre du trafic de travail domestique, etc., etc. Et donc, en tout cas, je suis d'accord avec le commissaire adjoint quand il dit que la frange la plus si vous voulez, la plus vulnérable est bien celle des enfants. C'est pourquoi cette année, la communauté internationale a voulu que l'enfant soit au centre de la commémoration. Mais nous, au niveau du département, nous avons mis l'enfant aussi au centre de la sensibilisation des caravanes qui sillonnent actuellement le pays, pour aussi parler un peu de la législation en matière de protection pénale des enfants en Mauritanie. Vous savez qu'il y a un département, il y a tout un arsenal juridique qui est dédié à la protection de l'enfant. C'est quelque chose de très important pour bien sûr préserver la dignité humaine de l'enfant, mais aussi de la femme. Monsieur le commissaire, on va revenir un peu sur l'organisation de la caravane de la semaine dernière. Vous allez nous expliquer comment ça s'est fait et quels sont les wilayas dans lesquels le commissariat s'est rendu, ou les différents membres du commissariat s'est rendu, et comment ça s'est organisé. Le lancement de la campagne a été donné par son Excellence M. Sid Ahmed Bannan, commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, le 30 du mois, la semaine dernière. Et après ce lancement, ici à Nouakchott, après ce lancement, des équipes de notre département et en compagnie de représentants du ministère de la Justice ont été dépêchés sur les différents chefs-lieux du wilaya pour superviser le lancement au niveau régional. Et juste après, le relais a été pris par les plateformes régionales de la société civile qui sont implantées dans les 15 wilayas du pays. Et ces plateformes ont sillonné les différentes muqata'a relevant de leur wilaya. Bon, la durée de cette campagne est variable en raison du nombre de muqata'a couvertes par chacune des
plateformes régionales. Par exemple, pour la wilaya de Linchiri, où il n'y a que 2 muqata'a, la durée ne peut pas être la même que pour la wilaya de Hod Sharqi, où il y a au moins 5 muqata'a. Donc, c'est-à-dire que vous avez découpé le pays en plusieurs régions. Oui, il y a eu 4 axes. L'axe nord qui a sillonné les wilayas de Linchiri, de l'Adrar et du Tirizamour. Ensuite, il y a eu l'axe sud qui est allé vers les wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guimara. Il y a eu un autre axe, celui de l'Est, qui a sillonné les wilayas du Tagant, de Dahod et de la Saba. Et un 4e axe qui a sillonné la wilaya de Dakhel Smadjou. Est-ce qu'on peut dire, monsieur le commissaire, que la Mauritanie a franchi des pas importants dans le domaine de la traite, de la lutte contre la traite des personnes? Oui, la Mauritanie, au cours des 5 dernières années, grâce à la volonté politique du président de la République, a fourni d'importants efforts qui ont d'ailleurs été salués par la communauté internationale, par exemple par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage lors de sa dernière visite en Mauritanie. Par ailleurs, le rapport annuel sur la traite que produit le département d'État américain a classé notre pays au niveau 2 sans surveillance, ce qui montre qu'il reconnaît les progrès fournis par notre pays dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Et la question que souvent les gens se posent, c'est quel dividende tire la Mauritanie de ces classements, de ces rapports, etc. En fait, ces classements permettent à la Mauritanie d'acquérir un certain nombre de facilités, notamment le MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui permet l'obtention d'importants financements des autorités américaines, ainsi que notre rééligibilité ou notre réintégration à l'AGAWA, qui permet aussi beaucoup de facilités au plan commercial. Vous pouvez revenir un peu sur vous avez dit le niveau 2, ça veut dire quoi le niveau 2? Le niveau 2, il y a combien de niveaux? Dans le niveau de la traite, du classement de la traite, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 3. Le niveau 3, c'est le niveau le plus bas, c'est pour les pays qui ne respectent pas les normes en la matière et qui ne fournissent aucun effort pour cela. Ensuite, il y a le niveau 2. Dans le niveau 2, il y a 2 sous-catégories. Il y a la sous-catégorie 2 sous surveillance, dans laquelle nous étions en 2020. Ensuite, il y a la catégorie sans surveillance, la catégorie 2 sans surveillance, dans laquelle nous sommes actuellement. Et puis, il y a le niveau 1. Voilà les différentes catégories donc, de ce classement sur la traite des personnes. Monsieur Abdelmalek, vous pouvez nous donner une idée de l'historique de la création de l'instance? Elle a été créée quand? En fait, la création de l'instance a été prévue par la loi 2020-017. C'est cette loi, en son article 52, qui crée l'instance. Il faut dire que cette même loi, en son article 53, cette fois-ci, dit qu'il y a un décret qui définit, si vous voulez, le fonctionnement et l'organisation de l'instance. Et donc, c'est le décret 102 2022 du 5 juillet 2022, c'est un décret du Premier ministre, qui définit, si vous voulez, l'organisation et le fonctionnement de l'instance, qui est une institution rattachée au commissariat des droits de l'homme, à l'action humanitaire et à la société civile. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'instance a été créée en 2022, mais elle a été opérationnelle seulement à partir de février-mars 2023. C'est récent. C'est récent, mais bien qu'elle soit récente, l'instance a quand même été pour beaucoup justement dans le maintien de ce classement de niveau 2, parce que déjà, elle a commencé à travailler. Et donc, quand vous lisez le rapport, vous voyez que pourquoi la Mauritanie a été maintenue? Parce que la Mauritanie, à travers le fonds, par exemple, d'aide et d'assistance aux victimes de la traite qui est logé au sein de l'instance, a pu fournir quand même une assistance, notamment aux survivants de l'esclavage, ce qui était une chose importante. Et elle a aussi permis si vous voulez, de renforcer les capacités des acteurs judiciaires, notamment les magistrats et les OPJ. C'est tout ce qui se touche à la traite, parce que l'important, c'est l'application des lois. Les lois, elles sont faites pour être appliquées, donc il faut former ceux qui s'occupent des poursuites et des enquêtes, mais aussi ceux qui disent la loi, c'est ce qui rend des jugements.
Et donc, il faut dire aussi que le rapport a salué, bien sûr, comme cela a été dit au départ, l'excellente coopération qui existe avec les organisations de défense des droits de l'homme. Ça aussi, ça a été un élément important, le fait que nous coopérons plus. Nous lançons même des appels à proposition pour que les ONG déposent des dossiers afin qu'ils puissent bénéficier et profiter de ce fonds en faveur des victimes, au profit des victimes. Donc tout ça, c'est important. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que, comme cela a été dit, le classement est très important. Maintenant, nous comptons faire plus. Pourquoi pas ne pas arriver à la catégorie 1, c'est-à-dire les États qui respectent les normes internationales en matière de lutte contre la traite et qui font énormément d'efforts pour l'endiguer. Donc, si vous voulez, notre vocation, notre volonté, c'est de pouvoir avancer. Le nouveau commissaire donner une instruction afin qu'on puisse travailler pour aller de l'avant, non seulement pour maintenir le niveau auquel nous sommes, mais pourquoi pas avoir un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus important. On peut avoir une idée sur quoi se basent les instances internationales pour donner de niveau? C'est des rapports qui sont faits par le commissariat ou bien c'est des observations? Il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement qui permettent de juger la performance en matière de droits de l'homme. Comme vous l'a dit le commissaire, parmi ces mesures qui permettent de classer la Mauritanie, c'est la volonté d'abord du pays, la volonté politique. Oui, d'endiguer ce phénomène et de coopérer avec les instances en charge de ces dossiers et des États intéressés par ça pour endiguer. Il y a des mesures concrètes, par exemple, la Mauritanie a élaboré un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes qui suit un certain nombre de mesures qui permettent d'aller de l'avant dans ce domaine. Il y a donc plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour ce classement-là. Oui. Il faut compléter, je dirais que pour chaque gouvernement, pour chaque État, il y a des recommandations qui sont formulées à l'égard de cet État-là, ce gouvernement. Et donc le département d'État suit un peu, en échangeant avec les structures, notamment le département en charge des droits de l'homme pour notre cas d'espèce et l'instance, voir comment les choses évoluent par rapport à ce qui a été recommandé. Mais il faut dire aussi que le département d'État, mais aussi tous les mécanismes internationaux des droits de l'homme, s'alimentent aussi à partir des rapports fournis par les ONG, mais aussi fournis par les organismes internationaux, notamment les agences des Nations Unies. Donc, toutes ces informations font que le pays est évalué et qu'on puisse dire, bon voilà, il avance ou il n'avance pas, etc. En tout cas, pour les cas d'espèce, les recommandations sont adressées au gouvernement et le gouvernement a mis en place un plan d'action de mise en œuvre de ces recommandations. Donc, quand il est mis en œuvre, c'est bien. Maintenant, quand il n'est même pas en œuvre, ça devient autre chose. Pour compléter un peu, à l'issue de chaque rapport d'État américain sur la question de la traite pour notre pays, il y a une série de recommandations qui sont formulées, ce qu'on appelle le type report. Et le gouvernement prend chacune de ces recommandations et fait un plan d'action. Il traduit ces recommandations en actions concrètes et détermine pour chaque action le partenaire en charge de l'exécution avec un deadline précis. Et tout ce plan-là, cette mise en œuvre de ces recommandations est suivie par un comité interministériel en charge des droits de l'homme et il y a un comité technique qui s'occupe de l'élaboration concrète de ces mesures-là, qui sont suivies régulièrement par ce comité interministériel. Quels sont les différents intervenants dans la notion des droits de l'homme? Il y a le commissariat. Vous savez, la question des droits de l'homme est complexe et englobe pratiquement tout. Parce qu'il y a les droits économiques, sociaux, culturels, politiques. L'eau, le droit à l'eau, le droit à l'éducation, le droit à l'habitat, un habitat décent, le droit à l'eau potable, etc. Donc tous les départements ministériels sont concernés par la problématique des droits de l'homme. D'ailleurs, les mécanismes que nous avons au sein de notre département, ce sont des mécanismes, des comités dans lesquels sont représentés la plupart des départements ministériels. Et à votre niveau,
l'instance, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va se dire, bon, la caravane est terminée, on va attendre l'année prochaine encore pour la caravane. Pas du tout, pas du tout. On va continuer à sensibiliser, bien sûr, on va continuer à apporter l'assistance qu'il faut pour renforcer les capacités, par exemple, des acteurs concernés, soit les acteurs de la justice, mais aussi les auxiliaires de justice, la société civile qui est un acteur très important dans la sensibilisation et dans la conscientisation des populations. C'est très important parce que, comme vous le savez, dans le cadre de la traite, ce qui est plus important, c'est la prévention. C'est parce que quand les gens savent c'est quoi, ils ne vont pas tomber là-dedans. Vous savez, la plupart des victimes ne savent pas qu'elles sont victimes. Donc, ce serait bien qu'on puisse apprendre aux populations, aux citoyens lambda, c'est quoi la traite, faites très attention, ne donnez pas votre enfant, par exemple, pour manger, ne donnez pas votre enfant pour travailler sans rémunération, etc. Et donc, tout ça fait que le rôle que joue le département actuellement, le commissariat et l'instance, en matière de sensibilisation est très important. Nous allons poursuivre, bien sûr, des efforts. Ce n'est pas parce qu'on a fait une caravane sur l'étendue du territoire qu'on arrête. On va continuer à financer, si vous voulez, des actions de sensibilisation, mais aussi des actions de formation, de renforcement des capacités des acteurs, etc. Et donc, je crois savoir que l'instance va aussi apporter l'assistance qu'il faut aux victimes à travers son fonds, le fonds d'aide et d'assistance aux victimes de la traite des personnes. Ça sera fait très prochainement. Et l'instance va bien sûr aussi mener des actions en faveur des migrants objets de trafic. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Le sujet ce soir, c'est la traite des personnes. Donc, nous allons bien sûr renforcer notre action en matière de lutte contre la traite des personnes, conformément aux instructions du gouvernement, son Excellence le Premier ministre et du Président de la République. Je sais que vous n'êtes pas un juge, vous n'êtes pas un magistrat, mais est-ce que vous pouvez me donner une idée des sanctions qui sont prévues dans le cas de flagranderie de traite des personnes? Oui, bien sûr. Bon, il y a des amendes, il y a des emprisonnements. Oui, bien sûr. Pour ce qui est des peines encourues, bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Mauritanie, il y a deux lois principales en matière de lutte contre la traite. Vous avez d'abord, bien sûr, la loi 2015-031, incriminant l'esclavage et le paiement des pratiques esclavagistes. Cette loi, comme vous le savez, a été, en fait, cette loi, elle abroge et remplace une autre loi, qui est la loi 048-2002, incriminant elle aussi l'esclavage et le paiement des pratiques esclavagistes. Il s'agit d'une loi pénale spéciale qui est destinée justement à l'esclavage. Donc cette loi, comme vous le savez, définit d'abord ce que c'est l'esclavage. Et l'esclavage, c'est quoi? C'est l'exercice des attributs de la propriété sur une personne. C'est qu'on considère une personne comme étant une marchandise, on les met donc en esclavage. Et donc, l'esclavage est un crime contre l'humanité, comme vous le savez, c'est quelque chose de très grave. Et donc, la peine encourue peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ferme. Maintenant, pour ce qui est de la traite de personnes, la loi 2020-017 relative à la prévention et à la traite de personnes et à la protection des victimes, elle prévoit une peine qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison ferme. Ça a été d'ailleurs le cas au niveau du dernier cas de l'année 2023, au niveau du tribunal de Zverat, qui a condamné un auteur de crime de la traite à 10 ans d'emprisonnement ferme. Donc tout ça pour dire un peu, si vous voulez, le durcissement et l'importance des peines encourues en cas de crime. Ce sont des tribunaux spéciaux? C'est un tribunal spécial. En fait, comme vous le savez, en Mauritanie, il y avait 3 tribunaux spéciaux en matière de jugement du crime d'esclavage. Une qui était au nord, à Nouadhibou, une à Nema et une à Nouakchott Sud. Maintenant, il y a une nouvelle réforme qui est en cours et il y aura un seul tribunal spécialisé donc en matière de lutte contre l'esclavage, la traite des personnes et le trafic des migrants, tous les 3. Et ce tribunal est quelque chose de très important dans le cadre justement de la mise en œuvre des recommandations du type rapport. Nous allons veiller à ce que cette loi soit le plus rapidement possible adoptée et que ce nouveau tribunal puisse être opérationnel et puis surtout juger des cas dans toutes les formes de la traite des personnes, mais aussi en matière de trafic des migrants. En plus de cet arsenal juridique dont vient de parler M. le directeur, il y a surtout la volonté des plus hautes autorités du pays en rompre avec ce qu'on appelait le déni des cas d'esclavage et de traite de façon générale. Vous savez, par le passé, quand il y a des cas d'esclavage ou de traite des personnes, on exerçait de fortes pressions sur la victime ou sur le plaignant pour qu'elle retire sa plainte ou on essaye de trouver des règlements à l'amiable. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chaque fois qu'il y a une affaire de ce genre,
le commissariat aux droits de l'homme lui-même se constitue en partie civile et exige que la procédure soit entamée. Même si les plaignants retirent leur plainte, le commissariat continue à se continuer partie civile. Donc nous avons rompu définitivement avec l'approche du déni et nous sommes maintenant déterminés à lutter contre ces différentes formes de traite, en étroite collaboration d'ailleurs avec les organisations de la société civile, que nous avons aidé d'ailleurs à mieux documenter. On les a fermés pour mieux documenter les cas qu'ils jugent être des cas de traite. Les organisations de la société civile, vous les formez? Oui, nous avons plusieurs sessions de formation au profit des organisations de la société civile, dans différents domaines d'ailleurs, non seulement dans la documentation pour les cas de dénonciation de traite, mais également pour renforcer leur capacité dans la gestion administrative, dans la gestion financière, dans la capacité de mobilisation des financements, dans l'élaboration des requêtes, etc. Monsieur le directeur Abdelmalik, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette caravane? L'impression que vous avez? Bon, il est très tôt Est-ce que vous pensez que vous avez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé? En fait, il est peut-être très tôt de faire une évaluation de cette caravane parce qu'elle est en cours. Mais ce qu'il faut dire, c'est que déjà, au niveau des chefs-lieux de wilaya, tout le monde est sensibilisé. Que ce soit les autorités judiciaires, sécuritaires, la société civile, les leaders d'opinion, tout le monde est avisé déjà, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose d'important, mais comme le commissaire adjoint l'a dit aussi tout à l'heure, ce n'est pas fini. Les ONG vont aller, et la société civile va aller sur le terrain au niveau du Mourata. Cette fois-ci, il faut sensibiliser les populations directement. Ça peut être des porte-à-porte, ça peut être des discussions, ça peut être, pourquoi pas, des sketchs ou des animations pour illustrer un peu le danger que représentent les différentes formes de la traite. Et donc, nous sommes en train de suivre un peu tout ça et nous allons sortir avec un bilan à la fin. Nous menons une évaluation justement pour savoir combien de gens ont été touchés par ces campagnes de sensibilisation et qu'est-ce qu'il faut faire la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, par exemple? Est-ce qu'il y a des outils de communication qu'il faut utiliser à l'avenir, etc. En tout cas, notre ambition, c'est de poursuivre, bien sûr, ces campagnes de sensibilisation qui sont très importantes dans la conscientisation, mais aussi dans le changement de comportement. Vous savez, la plupart de ces crimes sont liés à des comportements humains. Ce sont les mentalités sur lesquelles il faut impacter afin qu'elles puissent évoluer. Et donc, nous pensons aussi que c'est quelque chose de très important pour notre pays, étant donné, comme vous le savez, que ce mandat est le mandat quand même de la jeunesse, mais aussi le mandat de la justice et de l'égalité. Donc il est très important que tout le monde sache que personne aujourd'hui ne doit réfléchir à exploiter l'autre parce que ce n'est pas permis, parce que c'est un crime contre l'humanité, parce que tout le monde en Mauritanie aujourd'hui est d'accord pour combattre ces fléaux, pour combattre ces crimes, pour combattre ces mentalités rétrogrades. Nous sommes dans un état de droit. Et donc nous avons l'ambition, conformément aux instructions du président de la République, de renforcer la cohésion nationale et de lutter contre tout ce qui peut, si vous voulez, être un frein à des promotions de citoyens mauritaniens. C'est très important pour nous. Monsieur le commissaire, à la fin de cette émission, quel message voulez-vous adresser à nos téléspectateurs? Je voudrais attirer l'attention que la question des droits de l'homme, de promotion et de protection des droits de l'homme est l'affaire de tous. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, comme je l'ai dit au début, d'ordre juridique et institutionnel. Mais il reste aussi que les autres acteurs doivent jouer pleinement leur rôle, notamment les organisations de la société civile, doivent impacter positivement les citoyens en les aidant à avoir une meilleure perception de leurs droits et de leurs devoirs. Voilà. Ce sera donc le mot de la fin. Chers téléspectateurs, j'ai eu le plaisir d'animer cette émission et j'avais comme invité M. Rassoul Khal, qui est commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire, aux relations avec la société civile, que je remercie au passage, et M. Cheikh Tourad Abdelmalik, qui est directeur de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie mes invités d'avoir animé avec moi ce débat et d'avoir répondu à l'invitation. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt, Inch'Allah. D'ici là, passez une bonne fin de soirée.